York est une petite ville, il y a beaucoup de ragots ici, comme partout en fait. Surtout quand il arrive une chose pareille. Elle a disparu sans laisser de traces. On n'avait aucune piste. Rien du tout. Sa photo était placardée partout. Qu'est-ce qu'elle faisait? Pourquoi elle ne contactait personne? On finit par soupçonner tout le monde. Quand on croise quelqu'un, on se demande s'il n'est pas coupable. Les gens devaient se dire qu'il valait mieux enquêter sur lui, par sécurité. J'ai compris qu'il y avait un problème. Mais je n'ai jamais envisagé qu'on puisse ne pas me croire. Ils ont laissé faire. Ils ne l'ont pas tué de leurs mains, mais ils sont responsables. Dans la petite ville de York, en Pennsylvanie, la plupart des habitants sont chez eux à la tombée de la nuit. Mais à l'ouest de la ville, la mère d'une jeune fille de 19 ans commence à paniquer. 911 emergency. One to Charlie 4. I'll handle it to give a sector have disregard. Brenda Miller a contacté la police de York pour déclarer la disparition de sa fille. Erica, 19 ans, n'a pas donné signe de vie depuis 48 heures. Brenda était une mère célibataire. À l'époque, elle était en couple avec un certain Manuel. La dernière fois qu'elle a vu sa fille, elle regardait la télé sur le canapé, comme tous les soirs. Quand Brenda est allée se coucher, Manuel est resté dans le salon. Apparemment, il est allé dans la cuisine pour manger un morceau, et il est allé la rejoindre dans la chambre. Le lendemain matin, Brenda s'est préparée pour sortir. Et elle s'est rendue compte qu'Erica n'était plus là. Erica avait laissé ses cigarettes, son briquet et son sac à main. Sa mère savait qu'elle ne serait jamais partie sans ses affaires. Brenda a passé quelques coups de fil et elle est partie travailler. Mais le soir, Erica n'était toujours pas rentrée. Les cigarettes et le briquet n'avaient pas bougé, le sac à main était au même endroit. Et Brenda a commencé à s'inquiéter. Brenda se souvient que la veille au soir, elle a entendu Erica parler au téléphone avant d'aller se coucher. Brenda se souvenait d'avoir entendu sa fille dire quelque chose du genre « Tu seras toujours debout ?» À mon avis, Erica aurait prévenu sa mère si elle avait décidé de partir quelques jours. Elle vivait chez sa mère et elle n'avait pas d'emploi. Où est-ce qu'elle aurait pu aller? Au domicile de Brenda, les enquêteurs ne trouvent ni trace de lutte, ni signe d'entrée par effraction. Visiblement, le seul vêtement qui manquait à l'appel était un long manteau vert qu'elle portait régulièrement. La disparition du manteau suggère que la jeune fille est partie de son plein gré. Une question se pose. Et si Erica ne voulait pas qu'on la retrouve? À mon avis, certaines personnes se sont dit qu'elle était partie du jour au lendemain sur un coup de tête. Elle aurait pu partir en voyage sans prévenir, ou alors avoir envie de prendre ses distances. Ceux qui la connaissaient savaient qu'elle en était capable. Erica était une adolescente comme les autres. Elle cherchait sa voie, comme tout le monde à cet âge-là. Chuck a décidé d'entrer dans l'armée. Et dès qu'il est parti, Erica l'a suivi. Mais elle n'était pas faite pour ça. Elle a quitté l'armée et elle est retournée vivre chez sa mère.
D'instinct, ma mère a compris qu'il y avait un problème. Elle le sentait dans ses tripes. Elle savait qu'il lui était arrivé quelque chose. Le jour se lève sur York et Erika n'a toujours donné aucune nouvelle. Alors que le mystère s'épaissit, les enquêteurs se mettent à la recherche de la dernière personne à l'avoir vue. Tous ceux qui avaient été en contact avec Erika dans les heures qui précédaient sa disparition faisaient partie de la liste des suspects. Du moins au début, le temps que la police les innocente. Brenda fournit une liste des amis d'Erika aux enquêteurs. Les relevés téléphoniques permettent d'identifier ses derniers interlocuteurs. Jenny était une amie proche d'Erika. Elles se parlaient tous les jours. Le soir de la disparition d'Erika, elles ont discuté au téléphone. Brenda se souvenait d'avoir entendu Erika dire quelque chose du genre « Tu seras encore là quand j'arriverai ?» Mais d'après Jenny, elle n'avait pas parlé de se rejoindre. Elle ne savait pas qui Erika avait prévu de retrouver ce soir-là. Si les souvenirs de Brenda sont exacts, Erika a forcément parlé à quelqu'un d'autre que Jenny. Mais qui? Les enquêteurs retournent interroger les membres de la famille Miller. La première chose à faire, c'était d'interroger la dernière personne à avoir vu Erika le soir de sa disparition. Manuel faisait partie des suspects. Comme c'était le dernier à avoir vu Erika chez elle ce soir-là, il savait que la police finirait par enquêter sur lui. Manuel déclare aux enquêteurs qu'il est allé se coucher peu de temps après Brenda. Celle-ci confirme qu'il était à côté d'elle à son réveil. À mon avis, Manuel se demandait comment prouver son innocence. Le quartier ouest de York était assez calme et familial. Il y avait beaucoup de maisons mitoyennes. C'est l'endroit idéal pour élever des enfants. Les maisons sont proches les unes des autres et la communauté est soudée. Dans cette rue-là, on avait placardé des affiches sur tous les poteaux et sur la devanture du magasin, au coin. On savait que les gens allaient en parler entre eux. Tout le monde se demandait où Erika avait pu passer. Quand il arrive ce genre de choses, tout le monde en parle. On se demande ce qui s'est passé et si on a des raisons de s'inquiéter. Je faisais partie d'une association de quartier. Alors on a pris contact avec tous les habitants du coin pour leur demander de faire attention aux voitures et aux gens qu'ils ne connaissaient pas. On se demandait si elle avait fugué, si elle était partie de son plein gré, si elle s'était enfuie avec un ami. Quand quelqu'un disparaît dans des circonstances suspectes, la police s'intéresse toujours aux proches en premier. En général, ce sont les membres de la famille, ou en tout cas quelqu'un qui connaissait la victime. Alors que les habitants de la ville semblent tous avoir une théorie, Chuck, le frère d'Erika, est là pour soutenir sa mère. J'essayais de changer de sujet, de parler d'autre chose. Je lui disais de ne pas s'inquiéter. Brenda s'est jetée à corps perdu dans les recherches. Toute la famille était sur le front. Ils appelaient les hôpitaux. Et ils descendaient dans la rue pour la chercher. Brenda soupçonnait tout le monde. Pour elle, tous ceux qui avaient passé quelques minutes seul à seul avec Erika étaient potentiellement responsables de la disparition de sa fille. Quand on a peur et qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à son enfant, on tombe dans une forme de paranoïa.
Toute la ville s'inquiète pour Erika. Mais un membre de la famille reste insensible à sa disparition. Ma mère ne m'a jamais demandé pourquoi je ne paniquais pas. Pourquoi je n'étais pas inquiet, pourquoi je ne me demandais pas où était Erika. Je savais que ma sœur n'avait pas disparu. Je savais où elle était. C'est comme ça que je me souviens d'Erika. On la voit bien sur cette photo. On était en cours. Elle avait l'air heureuse. J'étais au lycée avec Erika. Elle avait 1 an de plus que moi. Je me souviens, c'était une fille assez petite et menue. Elle n'était pas très grande. Elle avait un côté garçon manqué. Ce n'était pas une lycéenne typique qui rêvait d'être pom-pom girl, elle avait une sacrée personnalité. Elle était du genre à dire que si les garçons pouvaient faire un truc, elle pouvait faire pareil. Erika Miller, 19 ans, a disparu depuis une semaine. Alors que sa photo est placardée dans toutes les rues de la ville, sa mère et la police la cherchent partout. Mais ils ignorent que Chuck, le frère aîné d'Erika, leur cache un secret. Quelques jours avant sa disparition, elle m'avait dit qu'elle avait trouvé un boulot payé 15 $ de l'heure. En janvier 1995, 15 $ de l'heure, c'était énorme. Un ami commun qui connaît l'intérêt d'Erika pour l'armée l'a contacté pour une mission top secrète. Apparemment, c'était dans le cadre du programme de protection des témoins. Erika devait protéger une femme qui restait cachée avant de témoigner. On lui a présenté ça comme une mission très confidentielle. Étant donné la nature de la mission, Erika fait jurer à Chuck de garder le secret. Il ne doit en parler à personne, pas même à leur mère. Elle ne voulait pas que maman s'inquiète. J'étais le seul à qui elle pouvait confier son secret. Elle savait que je ne dirais rien à personne. Elle m'a dit qu'elle en avait pour 1 semaine maximum. Si on n'avait pas de nouvelles pendant quelque temps, on ne devait pas s'inquiéter. Les jours passent et Erika n'a toujours donné aucun signe de vie. Des informateurs anonymes contactent la police. Les informations qu'on nous donnait inquiétaient tout le monde. Surtout Brenda. Quand une jeune fille disparaît, j'essaie toujours de savoir quel genre de personne c'est. Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a une raison de disparaître? Après une disparition, on s'invente forcément des scénarios. On se demande où est passée la victime, ce qui a pu lui arriver. Et la première chose qu'on se demande, c'est ce qu'on peut faire pour aider la famille. Tout le monde avait sa théorie. Les gens disaient qu'elle était tombée amoureuse d'un chasseur et qu'elle était partie avec lui en pleine nature. Un témoin a déclaré avoir entendu une dispute entre un homme et une femme. La dispute aurait eu lieu le soir de la disparition d'Erika, tout près de son domicile. Les gens disaient qu'ils avaient vu Erika à tel ou tel endroit, avec telle ou telle personne. On devait tout vérifier. Mais très souvent, les théories qu'on explore, les pistes qu'on suit, et les personnes qu'on soupçonne, mènent à une impasse. C'est comme quand il fait froid et qu'on souffle. On voit la fumée qui s'échappe, on veut l'attraper, mais elle a déjà disparu. C'est ce qui nous est arrivé avec cette enquête. On avait des débuts de piste, mais dès qu'on pensait mettre le doigt sur quelque chose, ça nous échappait. Une autre piste apparaissait et elle s'essoufflait aussi vite. On ne pouvait pas aller au bout de toutes les pistes. On vérifiait si les informations étaient cohérentes. Et si ce n'était pas le cas, on passait à autre chose. La police a découvert qu'Erika aurait eu une relation avec un certain Earl, qui était le père d'une de ses amies.
Ce qui est étrange, c'est qu'il se trouve que Earl a disparu à peu près au même moment qu'Erika. Parmi toutes les pistes possibles, les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un homme plus âgé qui aurait eu une liaison avec Erika. Tout le monde avait sa théorie. Tout était possible. Je pense que les gens s'intéressaient à Earl. Ils commençaient à l'imaginer en couple avec Erika. Les pistes étaient de plus en plus nombreuses. Les gens s'imaginaient des choses. Ils commençaient à avoir des soupçons. Et quand on en parle aujourd'hui, je me dis que cette histoire n'était vraiment pas claire. On a fini par conclure que Earl n'avait rien à voir avec la disparition d'Erika. Au bout d'une semaine, je vois pas comment les gens auraient pu continuer à croire qu'elle avait fugué. Elle était partie sans ses affaires. C'était une jeune femme sans revenu. En s'intéressant à l'affaire et en y réfléchissant un peu, on en arrivait forcément à la conclusion qu'il lui était arrivé quelque chose. Est-ce qu'on pouvait la sauver? Est-ce qu'il était trop tard? Les gens se posaient beaucoup de questions. À mon avis, ses amis en parlaient entre eux. Ils devaient essayer de trouver des théories, de savoir qui était responsable de sa disparition. On explorait toutes les possibilités. Dans l'affaire Erika Miller, il y avait beaucoup de pistes à suivre. Mais elles ne menaient jamais à rien. Erika Miller semble s'être volatilisée. Sa mère et les enquêteurs ne peuvent se raccrocher qu'aux rumeurs et aux spéculations. À ce moment-là, j'imagine que Brenda soupçonnait tout le monde. Elle devait se demander si ses proches lui disaient la vérité. La police soupçonne toujours la dernière personne à avoir vu Erika vivante. Manuel, le compagnon de Brenda. Manuel n'avait pas l'air aussi... Je sais pas comment dire. Il n'était pas aussi inquiet que nous. Il avait l'air de vivre sa vie comme si de rien n'était. Alors que Manuel n'est d'aucun soutien, Bill, un vieil ami de la famille, poursuit les recherches aux côtés de Brenda. Brenda et Bill ont été ensemble pendant quelque temps, et ils sont restés amis. Il a aidé Brenda à distribuer des affiches et à chercher Erika. Il l'a soutenue. À chaque fois qu'on leur donnait des informations erronées ou qu'une nouvelle piste ne donnait rien, il était là. Il essayait de lui redonner espoir. Brenda avait besoin du soutien et de l'aide de ses amis pour distribuer les affiches. Un soir, j'étais au centre commercial avec ma femme et mes enfants. La mère d'Erika m'a reconnu. Alors elle est venue me demander si j'avais eu des contacts avec sa fille ou si je l'avais vue. Mais je n'avais plus de nouvelles depuis longtemps. Je lui ai demandé pourquoi. Alors elle m'a montré son affiche. Et elle m'a dit qu'Erika avait disparu. On voyait le désespoir dans ses yeux. Elle ne savait pas quoi faire. À chaque nouvelle rencontre, Brenda se rend compte que tout le monde a peut-être des informations. J'ai vécu à York pendant 30 ou 35 ans. En 1995, la photo de cette fille était placardée partout. On avait l'impression d'être surveillé. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas. Cette photo, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça me faisait de la peine quand je voyais la mère de cette fille. Je ne peux pas imaginer sa douleur. C'était sa fille unique. Avec ma femme, on en a discuté. On a essayé de comprendre où elle avait pu aller. On se demandait si Erika était partie. Mais je n'y croyais pas. Elle aimait trop sa mère et son frère pour disparaître du jour au lendemain. Les enquêteurs ont tout de suite pensé que Manuel avait pu faire du mal à Erika. Mais il a été innocenté.
Rapidement, on a écarté Manuel de la liste des suspects. Les gens se posaient des questions. Ils étaient perdus. Personne ne comprenait comment une jeune fille pouvait disparaître du jour au lendemain. 6 semaines après la disparition d'Erika, la police de York reçoit un coup de fil inquiétant. Rob Ekenrod se rend sur place dans une ferme à l'extérieur de la ville. Encore aujourd'hui, l'enquêteur est hanté par ce qu'il a découvert. Je me souviens qu'il faisait un froid glacial. J'avais un gros manteau, mais je tremblais quand même. Toute la zone avait été délimitée. L'odeur de cadavre m'a pris au nez. Cette odeur-là, on ne l'oublie jamais. Je savais ce que j'allais trouver avant même de poser les yeux sur le cadavre. J'ai vu des restes humains au fond d'une tombe qui avaient été creusés très méticuleusement. La victime était totalement nue. Elle ne portait qu'une paire de chaussettes. Et il y avait un manteau vert près de sa tête. Le manteau correspond à la description fournie par Brenda Miller au moment de la disparition de sa fille. Quelques minutes plus tard, la police scientifique confirme qu'il s'agit bien d'Erika. Quand on a su ce qui était arrivé à Erika et comment elle était morte, ça m'a rendu malade. On ne savait pas quoi dire. On n'avait pas les mots, même pour en parler entre nous. C'est le genre de choses dont on n'a pas envie de discuter. On en était incapable. Chuck, le frère d'Erika, est en mission avec son unité des Marines quand il apprend la mort de sa sœur. Je me souviens que je n'arrêtais pas de pleurer quand je l'ai appris. Ensuite, je me suis excusé, j'ai dit que j'étais désolé. Quand on m'a demandé pourquoi je m'excusais, j'ai répondu que les Marines n'étaient pas censés pleurer, qu'on devait être plus fort que ça. Mais ils m'ont tous dit que c'était faux. Les Marines ont le droit de pleurer aussi. Chuck n'a pas oublié l'offre d'emploi dont Erika lui avait parlé. La vérité s'impose à lui. Quelqu'un a trahi sa sœur. Quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais gardé le secret de ma sœur parce qu'elle m'avait fait promettre de n'en parler à personne, elle a été étonnée. Mais elle n'a jamais été déçue de mon comportement. C'est bizarre quand on y pense. Je pense que si j'avais eu un regard extérieur, je n'aurais pas compris qu'on puisse croire à cette histoire sans douter, sans rien remettre en question. J'ai vraiment du mal à l'accepter. Je me sentais trahi et je me suis senti bête. La découverte du corps d'Erika permet aux enquêteurs de comprendre ce qui lui est arrivé. Erika a été tuée de 2 balles de fusil de calibre 12 à l'arrière du crâne. Elle avait de l'adhésif sur la bouche. Sur la scène de crime, la police scientifique a retrouvé de la bourre et une douille de calibre 12. Le mystère planait toujours. Mais la question n'était plus de savoir où était Erika. La question maintenant, c'était de savoir qui l'avait tuée et pourquoi. En général, ce sont les membres de la famille ou en tout cas quelqu'un qui connaissait la victime. On soupçonnait toutes les personnes proches d'Erika. Le compagnon de sa mère, ses petits copains, ses amis, ses collègues. Parfois, on peut taper dans l'œil de quelqu'un et finir raide mort.
Qui aurait pu s'en prendre à elle? Rob Eckenrod interroge les propriétaires du terrain. Un couple sans lien apparent avec la victime. Tom March et Cheryl Smith ont été soupçonnés d'office, puisqu'ils vivaient sur le terrain où le cadavre avait été retrouvé. En perquisitionnant la maison du couple, les enquêteurs trouvent un fusil et des douilles correspondant à celles retrouvées sur la scène de crime. Le corps avait été retrouvé sur leur terrain. La douille de fusil retrouvée près de la victime correspondait au calibre de l'arme découverte dans un sac au-dessus du réfrigérateur de la cuisine. À ma place, n'importe qui les aurait soupçonnés. D'après Cheryl, un ami de Tom leur a demandé d'entreposer des documents confidentiels sur leur terrain. Tom avait un ami qu'on appelait Animal. On le connaissait depuis quelques années et il venait souvent à la ferme. Il avait toujours une arme à la ceinture. Il était très propre sur lui, on aurait dit un militaire. Il faisait du trafic en prison, il surveillait des gens, il était chasseur de primes. Personne ne lui disait jamais rien. Pendant quelques années, il est passé régulièrement déposer des affaires à la ferme. Et puis, il allait au tribunal avec son arme à la ceinture, mais personne n'avait jamais rien à y redire. On s'entendait bien, tout se passait bien. Et on n'attendait rien de lui en retour. C'était l'ami de Tom et ça s'est toujours passé comme ça. En janvier 1995, il a voulu enterrer une boîte sur notre terrain avec tous ses documents professionnels. Il y avait des infos sur les gens qu'il avait capturés. Il préférait les enterrer plutôt que de payer une assurance. Avec le temps, Cheryl finit par trouver cette demande suspecte. Elle devient méfiante. En allant faire les courses, j'ai vu la photo de la fille. C'était Erica Miller. Sur l'affiche, il n'y avait qu'une photo de son visage avec la mention « disparu » et la date de sa disparition. J'avais l'impression qu'elle me regardait. C'était comme si on échangeait un regard à travers la photo. D'après Cheryl, le soir de la découverte du corps, elle aurait demandé à Tom de creuser à l'endroit où la boîte aurait été enterrée. J'ai attendu qu'il rentre du travail. Il faisait nuit noire. Je lui ai dit, « Tom, je sais qu'elle est enterrée là. » Je savais que ça avait l'air fou, mais au fond de moi, je sentais qu'elle était dans ce trou. C'était comme si elle essayait de me parler pour me dire où elle était. Elle essayait de me faire comprendre qu'elle était enterrée sur notre terrain. Son bras est apparu en premier, comme si elle faisait un signe de la main. Je suis sortie du trou et je suis partie à la maison en courant. J'ai appelé la police. Et j'ai demandé à Tom s'il avait quelque chose à voir avec le meurtre de cette fille. Quand un crime était commis à York, je l'apprenais dans les journaux, ou alors mes amis m'appelaient pour me prévenir. Je n'étais pas du genre à regarder les informations. Quand il arrive une chose pareille, on a tendance à s'inquiéter pour ses proches. Son corps a été retrouvé enterré sur le terrain d'une ferme. Un homme était venu enterrer quelque chose chez eux, sur leur terrain. Et quelques jours après, il y avait la photo d'une fille placardée partout. Pour moi, les propriétaires de la ferme auraient dû être soupçonnés tout de suite. On ne peut pas prendre ça à la légère. Avec la découverte du corps d'Erica Miller, l'enquête pour disparition inquiétante devient une enquête pour meurtre. Cheryl Smith et Tom March, les propriétaires de la ferme, doivent répondre de leurs actes au poste de police. À ce moment-là, on avait très peu d'indices. La seule chose qui pouvait nous permettre d'avancer,
c'était ses témoins. Il fallait savoir s'ils nous disaient la vérité et si leur version des faits collait à nos découvertes. D'après Cheryl, tout a commencé quand un ami de Tom leur a demandé de lui rendre un étrange service. Personne ne demande à un ami d'enterrer une boîte sur son terrain. Je suis pas bête à ce point-là. Mais je savais que de toute façon, Tom ferait ce qu'il voulait. Elle était très en colère. Elle n'arrêtait pas de me hurler dessus en disant que c'était mon ami qui avait tué cette gamine. Moi, je m'attendais à trouver une boîte au fond du trou, c'est tout. Je cherchais juste une boîte. Je pensais pas tomber sur un cadavre. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Dès le début, je me suis dit que Cheryl ne savait absolument rien. Mais j'avais le sentiment que Tom ne nous disait pas toute la vérité. Si Cheryl semble dire la vérité lorsqu'elle clame son innocence, les preuves s'accumulent contre son mari Tom. Les rapports balistiques confirment que les douilles retrouvées près du corps d'Erika correspondent à son fusil. Pour moi, c'était évident. Soit ces gens étaient coupables, et ils mentaient, soit quelqu'un qu'ils connaissaient bien, ou plutôt quelqu'un qu'ils pensaient connaître, les avait piégés pour leur faire porter le chapeau. Pour faire éclater la vérité, les enquêteurs interrogent Tom sur son mystérieux ami. Moi, je le connaissais sous le nom de Animal. C'est comme ça qu'on me l'avait présenté. C'est vrai qu'il ressemblait à un animal. C'était un type imposant. Il devait faire 1m90 pour 90 kilos. Apparemment, il avait un arsenal personnel. Il était chasseur de primes. Il avait un badge, un gilet pare-balles, des menottes et tout l'attirail. Animal était un peu étrange. Mais je l'acceptais comme il était. On a fait connaissance et on est devenus assez proches. On a pris l'habitude d'aller chasser ensemble. On faisait pas mal de trucs ensemble. Un soir, il m'a dit qu'il avait besoin de ma voiture. Il m'a dit qu'on devait aller surveiller une maison pour trouver un mec et il m'a montré un avis de recherche. J'ai accepté de l'accompagner. Alors on est partis, chacun dans sa voiture. Et on est resté en planque devant la maison pendant plus de 2 heures. Je sais pas s'il surveillait vraiment ce mec-là ou si c'était quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Parfois, il demandait à d'autres gens de l'aider à trouver quelqu'un ou à surveiller une maison. Ça a été comme ça pendant 5 ans. À force, je me suis dit que c'était son métier de surveiller les gens. Moi, ça me dérangeait pas de rester en planque dans ma voiture devant une maison. J'étais partant, j'étais très jeune, j'étais naïf. Tom déclare que 6 semaines plus tôt, Animal lui aurait demandé de lui rendre un service. Il m'a demandé de lui prêter mon fusil pour aller chasser. Ça me posait aucun problème. Il fallait juste racheter des munitions. J'en avais plus beaucoup. Il devait me le déposer quand il en aurait plus besoin. Sur le moment, on s'est pas posé de questions. Mais l'histoire de Tom ne s'arrête pas là. À la mi-janvier, Animal demande au couple d'enterrer une boîte sur leur terrain. Une demande que Tom n'aurait pas prise au sérieux. Ça, il fallait voir comment il était à l'époque. Moi, je le connaissais depuis plusieurs années. Quand il disait un truc, j'avais tendance à prendre ça avec des pincettes. Il était du genre à raconter des histoires à dormir debout. Cette histoire ne tenait pas debout. Tout reposait sur un homme qui était soi-disant chasseur de primes et enquêteur privé, qui se baladait armé avec un badge, un gilet pare-balles et une paire de menottes. Quand on y réfléchit un peu, on ne peut pas croire que Tom March ait pu se faire avoir à ce point-là. Ou alors c'était le pigeon idéal. Et peut-être qu'il avait peur de ce type. Tom dit-il la vérité? Le suspect est bien décidé à prouver sa bonne foi. Je suis passé au détecteur de mensonges. Ça a duré 2 heures et demie au moins. On me posait sans arrêt les mêmes questions.
Les techniciens reformulaient les phrases. Ça arrêtait pas. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour prouver à tout le monde que j'avais rien fait de mal. Et je l'ai prouvé. Parce que je suis innocent. J'avais rien à voir avec ça. Je me sentais coupable parce que je m'étais fait avoir par mon ami. Mais je suis coupable d'aucun crime. Je m'en voulais parce que si j'avais fait plus attention, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Tom peut encore aider les enquêteurs en leur disant comment retrouver Animal. Je leur ai dit qu'ils devaient me rejoindre au boulot le lendemain. On a organisé l'arrestation. 2 agents se sont rendus sur place. On avait un camion avec une antenne radio et un autocollant de la marine américaine. Le camion était garé juste devant le lieu de travail de Tom March, là où le suspect devait le rejoindre. On l'a arrêté avant qu'il sorte de sa voiture. Il a coupé le contact en regardant droit devant lui. Il n'a jamais demandé pourquoi des agents de police pointaient leurs armes vers lui. Il est resté dans sa voiture en regardant dans le vide. Je me suis rendu compte qu'on avait affaire à un homme comme on n'en avait jamais vu. On avait beaucoup d'informations, beaucoup de théories. On savait que tout était lié sans comprendre comment. Et la pièce maîtresse du puzzle, c'était lui. Au moment où les enquêteurs arrêtent leur suspect, le mystère de la disparition et du meurtre d'Erica Miller prend fin. Animal, c'était James William Begley. Ses amis le surnommaient Bill. On l'appelait Bill. Quand ma sœur a disparu, ma mère me racontait que Bill l'accompagnait pour placarder les affiches. Elle lui avait donné une énorme pile d'affiches à distribuer. Il lui avait promis de l'aider. Mais il ne l'a jamais fait. Chuck se rend compte que l'homme qui a piégé sa sœur en lui proposant un emploi fictif est celui qu'il côtoie et qu'il admire depuis des années. Je le connaissais depuis que j'étais petit. Et du jour au lendemain, je me suis rendu compte qu'il avait passé son temps à me mentir. La police scientifique a passé sa voiture au peigne fin. Il y avait du sang sur le tapis de sol à l'arrière. Dans le coffre, on a trouvé un bac avec une longue chaîne et un rouleau de ruban adhésif. Les membres de la famille Miller ne reconnaissent pas dans cet assassin sadique l'homme qu'ils prenaient pour un ami. Bill nous avait dit qu'il était dans les forces armées, qu'il assurait la sécurité des gens. Pour nous, c'était un homme respectable. Erica le considérait comme un mentor. Ce type avait été en couple avec Brenda. Il avait noué une relation avec ses enfants. Il avait aidé la famille à distribuer des affiches après la disparition. Et c'est lui qui était responsable depuis le début. C'est lui qui avait sauvagement assassiné Erica. Ici, tout le monde était sous le choc. Toute la ville en parlait. Je me suis dit qu'on ne pouvait faire confiance à personne. Cet homme était un ami de la famille depuis des années. Alors je me suis méfiée de tout le monde, même des gens que je pensais connaître. Quand on a croisé la mère d'Erica au centre commercial, ce type était avec elle. Il l'aidait. Rien ne nous a paru étrange chez lui. À aucun moment on ne l'a soupçonné. Il faut être un monstre pour faire une chose pareille. Je me suis assis en face de lui. Je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai demandé s'il savait pourquoi il était en salle d'interrogatoire. Il m'a dit, c'est soit pour la drogue, soit pour Erica Miller. Je lui ai dit que ce n'était pas la drogue. Et il a répondu, je vais appeler un avocat alors. L'interrogatoire s'est arrêté là. Dans ma carrière, j'ai croisé peu de gens qui m'ont fait aussi froid dans le dos. Ils se comptent sur les doigts de la main.
Ce type avait un regard qui me donnait des frissons. Il avait les yeux dans le vague. C'était le regard d'un homme qui n'éprouve aucun remords. Ça se sentait. Begley n'avouera jamais le meurtre d'Erika. J'avais une théorie. Je pense qu'il avait envie de séduire Erika. Il a dû profiter de son statut et de l'autorité qu'il avait sur elle. Begley n'était plus en couple avec Brenda Miller. Et il a inventé un prétexte pour se retrouver seul avec Erika. Il l'a attirée dans ses filets en inventant une opportunité professionnelle. L'enquêteur pense qu'après avoir attiré Erika, Begley l'aurait enlevée, puis emmenée sur le terrain de Tom et Cheryl. Le fait qu'on les retrouvait nus suggère une forme de désir sexuel de la part de l'assassin. Et vu les indices retrouvés sur la scène de crime, elle a été tuée dans le trou. En juillet 1996, le tribunal déclare James Bill Begley, alias Animal, coupable du meurtre d'Erika Miller. Il est condamné à la prison à perpétuité. Earl, Manuel, Tom et Cheryl sont lavés de tout soupçon. Ça, c'est des photos de nous, quand on était petits. Et quand on était ado. À l'époque, on était heureux. Cette photo a été prise 1 an après la mort de ma sœur. Il n'y avait que ma mère et moi chez ma grand-mère pour Noël. Il manquait ma sœur. Pendant longtemps, on s'est enfoncé dans une spirale négative. Je n'arrivais pas à en sortir. Ma mère allait très mal. Elle a essayé de se suicider 2 ou 3 fois. On ne se remet jamais d'un truc pareil. Je ne vois pas comment les gens peuvent s'attendre à ce que tout redevienne comme avant. Quand on a appris que Bill était coupable, on s'est tout de suite demandé pourquoi. Il doit avoir un vrai problème psychologique. Mais on ne voulait pas lui trouver d'excuses. On lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Il n'a jamais répondu. On s'est dit que c'était un homme mauvais. Pour se faire appeler Animal, il faut vraiment être malade. Il a fait honneur à son surnom. C'est devenu un animal.